Le président du groupe Maroc Télécom, qui veut étendre les activités de son entreprise en Côte d'Ivoire, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Ordre du jour, les perspectives du groupe en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire et les industriels du plastique ont signé une convention de partenariat pour la mise en activité des unités de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques. Le premier site de l'unité de recyclage des déchets est maintenant ouvert et c'est dans la commune d'Atekoubé. De nouvelles frappes aériennes menées par des appareils de la coalition contre le groupe État islamique ont touché plusieurs cibles en Irak et en Syrie. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le groupe Maroc Télécom veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire. Le président du directoire de l'entreprise marocaine a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au centre des échanges, les perspectives du groupe en Côte d'Ivoire. Les précisions de Viviane Haïm. L'espace des télécommunications en Côte d'Ivoire va voir l'arrivée bientôt d'un nouvel opérateur, en l'occurrence Maroc Télécom. Le président du directoire de la Société marocaine de télécommunications, Abdesalam Aïzoun, a été reçu ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel opérateur va exercer dans les domaines de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile. Je suis venu ici demander les hautes directives et orientations éclairées de son Excellence le Président de la République pour investir dans les nouvelles technologies de l'information. Le cadre aujourd'hui est incitatif, le cadre est favorable et favorise les investissements. Maroc Télécom privilégie d'abord l'investissement dans les nouvelles technologies. Nous avons une démarche globale qui consiste à offrir ces services à tous. C'est une véritable démocratisation des technologies de l'information à chaque fois que nous nous sommes installés dans un pays. Nous ne négligeons aucun service. Le mobile, le fixe et notamment l'Internet qui est aujourd'hui l'outil essentiel de communication des entreprises, des citoyens, des étudiants, des chercheurs, des enseignants. Son Excellence m'a instruit dans ce sens pour qu'on aille encore plus vite. Maroc Télécom a déjà pied dans la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire grâce aux actifs que lui a cédés Etisalat, actionnaire de Move, la société de téléphonie mobile. L'arrivée de l'opérateur marocain dans l'espace des télécommunications en Côte d'Ivoire va accroître la concurrence déjà existante dans ce secteur, ce qui profite aux consommateurs. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, a échangé hier avec le père Athanase Aké, le président d'une ONG qui s'occupe de personnes atteintes d'insuffisance rénale. Le chef du gouvernement a aussi eu un entretien avec le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale au département des affaires politiques des Nations Unies. Ordre du jour, l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Sidonie Davila. L'Association de la spiritualité de Saint-Joseph est une ONG qui a pour mission principale de s'occuper des insuffisants rénaux, surtout des plus démunis. En Côte d'Ivoire, ils sont estimés à plus de 3000 malades les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Sur 100 malades, seulement 5 sont pris en charge. Aujourd'hui, nous avons un centre, je dirais, l'unité de nephrologie aux 220 logements. Nous avons tout le matériel. Il nous reste des kits. Et le Premier ministre a pris une bonne note que le ministère de la Santé nous appuie. Un gala en faveur des insuffisants rénaux est annoncé pour le 14 novembre prochain. Ce sera l'occasion pour cette association de recueillir des fonds pour aider les malades. À la suite du père Athanase Aké, le Premier ministre s'est également entretenu avec Tagoudine Ali Diabati, directeur adjoint de la division de l'assistance électorale. Au centre des échanges, la requête formulée par la Côte d'Ivoire au secrétaire général des Nations Unies en vue d'un appui pour les prochaines élections. Nous allons rencontrer, et nous avons déjà commencé, le gouvernement, toutes les composantes de la partie nationale qui sont impliquées dans le processus électoral. Nous allons également rencontrer les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Pour des élections transparentes et paisibles, des recommandations seront adressées au secrétaire général des Nations Unies pour indiquer les paramètres sur lesquels
La Côte d'Ivoire et les Nations Unies devront collaborer, a indiqué le directeur adjoint chargé de la division de l'assistance électorale. On en vient maintenant à cette signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les industriels du plastique. Il s'agit de la mise en activité des unités de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a procédé au lancement de ce programme de collecte, de tri et de valorisation des déchets plastiques. Un programme exécuté par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Roger Appé, Sidonie Davila. Le tout premier site de collecte et de valorisation des déchets plastiques est situé dans la commune d'Atekoubé. Il a été créé par l'État de Côte d'Ivoire qui veut faire disparaître tous les désagréments causés par les déchets plastiques et offrir ainsi un cadre de vie sain aux populations. Il s'agit de faire en sorte que toutes les populations, notamment les jeunes et les femmes, puissent, dans cette activité de collecte, d'achat et de revente des déchets plastiques, s'impliquer et faire en sorte que d'ici quelques mois, tous ces désagréments visuels que nous avons par rapport donc à ces déchets plastiques-là, que tous ces désagréments disparaissent. La gestion du centre est l'affaire de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. La DDR s'appuie sur les ex-combattants pour mener à bien cette action. Pour contribuer à la résolution des problèmes de pollution liés à la présence d'énormes quantités de déchets plastiques dans les rues de Côte d'Ivoire, l'ADDR a initié ce programme qui a démarré dans sa phase pilote avec la formation d'ex-combattants venant de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ce projet innovant est une étape importante vers la création d'une filière de rachat et de recyclage des déchets plastiques. C'est également une bonne piste pour la création de nouveaux emplois, admet le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La mise en place de ce réseau micro-entreprises de collecte, de tri, de déchiquetage, de lavage et de séchage permettra de créer des milliers de kiosques à déchets employant 3 personnes et générant entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires mensuel. Une unité de valorisation employant 42 personnes pourra générer entre 7 et 10 millions de francs CFA par mois de chiffre d'affaires. Au total, sur une période de 2 ans, ce projet pourra permettre de créer 10 000 emplois nouveaux pour un chiffre d'affaires chiffré autour de 17 milliards de francs CFA. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers que sont l'ONUCI, la BAD, l'Union européenne et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement GIZ, l'État compte étendre la couverture géographique du programme de collecte, de tri et de valorisation des déchets plastiques. Notez aussi que le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, par ailleurs ministre de l'économie, des finances et du budget, vient d'être honoré. Le journal des marchés émergents de la Banque mondiale vient de lui décerner le prix du meilleur ministre des finances de l'Afrique subsaharienne. Et justement, la ministre chargée de l'économie et des finances était l'invitée du 20h ce soir. Kabanyale est venu parler de la situation bancaire en Côte d'Ivoire. Je vous en propose un extrait. Il a été donné au gouvernement de constater que le déficit structurel enregistré par la Banque pour le financement de l'agriculture, en abrégé BFA, se creuse d'année en année et constitue à ce titre une menace certaine, non seulement pour ses clients, mais également pour l'ensemble du système bancaire. Face à ce risque systémique et pour préserver l'équilibre du secteur bancaire, la Commission bancaire a procédé, au cours de sa session du 29 septembre 2014, au retrait pur et simple de l'agrément de cette banque et à sa mise en liquidation à compter de ce jour. Cette mesure est conforme au principe de bonne gouvernance et s'inscrit dans la droite ligne de la politique d'assainissement et de restructuration du secteur bancaire ivoirien. Le gouvernement ivoirien tient à rassurer les clients, le personnel et les partenaires de la BFA sur la préservation prioritaire de leurs intérêts dans ce contexte particulièrement sensible de rentrée scolaire et de fin de mois pour les clients de la banque. En conséquence, les mesures d'urgence suivantes ont été arrêtées.
Premièrement, l'affichage dès le jeudi matin dans les agences de la BFA du dispositif mis en place pour procéder au paiement des revenus de fin de mois des clients, paiements qui seront effectués dans les postes comptables du Trésor public. Deuxièmement, la mise en place d'un plan de dédommagement et d'une politique sociale pour le personnel. Troisièmement, conformément à la réglementation en vigueur, le liquidateur, sous la supervision d'un comité de suivi, procédera à l'appurement de l'entièreté du passif de la banque. Le gouvernement précise que toutes les dispositions ont été prises afin que la mise en liquidation de la BFA n'ait aucune incidence sur l'ensemble du système bancaire. Fait à Abidjan le 30 septembre 2014. La Banque mondiale vient d'octroyer 1,9 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire, une somme qui devrait servir à lutter contre le changement climatique. Vous le savez, de 16 millions d'hectares en 1960, la forêt ivoirienne est passée aujourd'hui à près de 2,5 millions d'hectares. Une convention a donc été signée justement entre Kabanyale, la ministre chargée de l'économie et des finances, et Ousmane Diagana, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La feuille de route soumise au Fonds de partenariat pour le carbone forestier en 2013, préparant la Côte d'Ivoire à intégrer le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts sur la période 2014-2017 a abouti. La preuve, la signature de cet accord de don d'un montant de 1,9 milliard de francs CFA entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien. Si la Côte d'Ivoire a pu intégrer le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, c'est grâce au remarquable travail mené par les équipes du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. La Côte d'Ivoire fait donc désormais partie des 47 pays retenus. Le ministre en charge de l'économie et des finances a salué cet appui financier qui va donner un coup d'accélérateur au programme national de changement climatique. Cet important don financier nous permettra de contribuer à l'effort national de lutte contre le changement climatique. Bénéficiaire de ce don, le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable entend poursuivre les actions déjà entamées avec cet appui. Les premières actions que nous avons mises en place, ce sont des mécanismes de concertation avec le secteur agricole, mais également aussi le secteur privé, de telle sorte que nous puissions aboutir à de nouvelles pratiques culturelles qui nous permettent d'aller vers une agriculture durable, qui, elle, est économe en forêt. La signature de cet accord entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire intervient moins d'une semaine après l'adresse du président Alassane Ouattara devant la tribune des Nations Unies sur les dangers du changement climatique en Côte d'Ivoire. Reportage signé Guy-Roger Nguessan et Noël Gnagno. Évoquons à présent cet accord entre l'entreprise EDF Électricité de France et un groupe agro-industriel ivoirien. L'accord de partenariat qui a été signé à Paris concerne une révolution technologique. Il s'agit de la construction de la première centrale électrique au monde, exclusivement alimentée par des résidus de palmier à huile dont la puissance indiquée sera de 46 MW. La centrale électrique sera installée dans la région d'Aboisseau et elle permettra de créer 800 emplois directs dans le secteur du palmier à huile. L'accord de partenariat a été signé à Paris, comme je vous le disais. Adama Koné. De la valeur ajoutée pour le palmier à huile. Désormais, l'écorce et les feuilles serviront à la production d'électricité. Le projet de centrale électrique à biomasse prendra forme dans la région d'Aboisseau, mais c'est à Paris que vient d'être signé l'acte de naissance, à travers un protocole d'accord entre Électricité de France, EDF, et un groupe agro-industriel africain installé en Côte d'Ivoire. Le projet est baptisé Biocala. Ce projet va répondre au cadre ivoirien sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la production d'énergie. Le second, c'est une décentralisation de l'énergie en milieu rural et donc une création d'emplois en milieu rural. Et le troisième volet, c'est une capacité de pouvoir
répondre à une différenciation d'origine des sources, car comme vous devez le savoir, la Côte d'Ivoire est beaucoup liée au thermique et au gaz. Donc la biomasse est l'avenir de l'énergie ivoirienne. Sur le tableau technique du projet, le premier dans le monde, exclusivement basé sur les résidus de palmier à huile, l'on note 46 MW de puissance sur les 1632 qu'enregistre la Côte d'Ivoire. 400 000 tonnes de résidus à recycler annuellement et 800 emplois directs en vue. Montant de l'investissement environ 65 milliards 500 millions de francs CFA. Le projet Biocala a été enregistré à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec quelques 160 000 tonnes de crédit carbone par an. Le ministre chargé de la Défense a eu une séance de travail avec les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, les questions d'intérêt commun à la Côte d'Ivoire et aux pays et à les pays avec lesquels le pays a signé des accords de coopération militaire. Les précisions d'Abou Sanogo. C'est une tradition pour le ministère en charge de la Défense. Paul Kofi Kofi et les attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire échangent sur des questions sécuritaires et d'intérêt commun. La rencontre de cette année a eu lieu au cabinet du ministre chargé de la Défense. Au terme des échanges, Paul Kofi Kofi a indiqué que la situation sécuritaire du pays s'est fortement améliorée. Nous avons passé en revue tous les indices qui permettent de mesurer le niveau sécuritaire, dont le braquage de véhicules, le coupage de route, les attaques à main armée, les tentatives d'atteinte à la sûreté, les incursions, les accidents de la circulation, bref, une série de variables que nous suivons régulièrement avec les services, la police, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et le suivi de ces indicateurs nous donne qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,18. 1,18 comme indice de sécurité, ce qui démontre une amélioration régulière de la situation. Le colonel Alioune Ndoye, président de l'association des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire, s'est réjoui de la mise en place de ce cadre d'échange qui regroupe une vingtaine de pays. Il s'est également réjoui des accords de défense qui lient la Côte d'Ivoire à certains pays. Il ne faut pas chercher à en rajouter. Moi, je suis là depuis le 2 juin 2010 et je peux vous dire qu'entre le 2 juin 2010 et la date d'aujourd'hui, vraiment, comme on dit, il n'y a pas photo. Vraiment. Sur le plan sécuritaire, j'entends. Au cours de cette rencontre, de nouveaux attachés de défense des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire ont été présentés. Deuxième jour d'audience pour Charles Blé Goudé. L'audience de confirmation de l'ancien chef de la Galaxie patriotique se poursuit à la Cour pénale internationale. La procureure Fatou Bensouda a tenté de convaincre que l'ex-leader des Jeunes Patriotes a joué un rôle clé dans les violences qui ont suivi les élections de 2010, d'où la nécessité d'un procès à son encontre. Salima Toudia, Sylvie Touré. Des éléments de preuve à sa disposition, l'accusation affirme qu'après les élections présidentielles de 2010, M. Blé Goudé a eu recours à la violence contre des civils afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir. M. Blé Goudé fait ainsi partie des individus qui portent la responsabilité des violences et des crimes commis pendant les mois qui ont suivi les élections. Pas de doute pour Fatou Bensouda. Charles Blé Goudé est responsable de certains crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale. Des crimes commandités par l'ex-général de la rue pour empêcher le respect du verdict des urnes, selon la procureure de la CPI. En l'espace de seulement quelques jours, la Côte d'Ivoire est passée d'un pays où des citoyens ordinaires et respectueux de loi se présentaient massivement aux urnes pour élire leur président, à un théâtre de violence extrême qui a plongé une nouvelle fois le pays dans le chaos et a divisé les citoyens. Selon l'accusation, il ne s'agit pas d'un procès politique, il est plutôt question de rendre justice aux victimes. Si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce que des atrocités ont été commises
commises en grande échelle contre la population ivoirienne après les élections. Nous sommes ici pour envoyer un message fort à ceux qui envisagent ou tentent d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir en ayant recours à la violence et à la brutalité. Ils devront dorénavant répondre à leurs actes. L'audience de confirmation des charges se poursuit jusqu'à jeudi. À l'issue, les juges de la chambre préliminaire disposeront de 2 mois pour rendre leur verdict. C'est bientôt la Tabaski, dans quelques jours seulement. Aujourd'hui a eu lieu le lancement de la 8e édition de la foire aux moutons à l'abattoir de Port-Bouët, une initiative du district d'Abidjan à 72 heures de la Tabaski. Rassurent les organisateurs et les acteurs de la filière, le parc à bétail a été suffisamment approvisionné. Reportage Grace Kando. Dans moins d'une semaine, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Cette célébration marque la fête du sacrifice du mouton. Pour permettre à tout musulman de commémorer cet acte important, la traditionnelle foire aux moutons organisée chaque année par le district d'Abidjan a été ouverte ce mardi 30 septembre à l'abattoir de Port-Bouët. La foire de la Tabaski, nous avons conscience que c'est un acte sacré auquel nous conduisons nos frères musulmans à prendre part. Pour les acteurs de la filière bétail-viande, des dispositions ont été prises pour l'approvisionnement du parc à bétail. Le marché est suffisamment approvisionné et il y a les moutons de tous les prix. On va de 50 000 jusqu'à 200 000. Pour 100 000 consommateurs, nous avons plus de 120 000 moutons. C'est dans le souci de satisfaire tous les consommateurs de Côte d'Ivoire. Cette foire, la 8e du genre, a été l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani de demander aux acteurs de la filière bétail de rendre accessible le coût du mouton. Je vous demande de consentir quelques sacrifices afin que le mouton soit abordable à tous les croyants, en évitant d'ajouter de faux frais au prix qui alourdissent déjà le budget des familles. À ce jour, ce sont 302 camions et 500 wagons en provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont ravitaillé le marché ivoirien en moutons. La Fondation Children of Africa de Dominique Ouattara a apporté son soutien aux parents d'élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Après la cérémonie de lancement de la caravane de distribution des kits scolaires, une équipe de la Fondation a mis le cap sur l'intérieur du pays pour offrir des articles scolaires aux écoliers. La caravane a marqué une halte dans le village d'Akonda et la ville de Diokro. Abiba Dambele-Sawé. La fondation de Mme Dominique Ouattara a visité successivement 3 localités de l'intérieur du pays. D'abord à Ondo, dans la région de Niamey-Tiassa, village de la sous-préfecture de Tabo. Ensuite Dimbokro, dans la région du Nzi. Enfin Kong, dans la région du Tchologo. Dans l'ensemble de ces 3 localités, ce sont au total 1500 cartables, 1500 tenues scolaires, 1500 kits, des cartons de craie, des ensembles géométriques, des ensembles sportifs, des ballons ainsi que 30 brouettes et 40 râteaux qui ont été gracieusement offerts aux élèves et aux différentes écoles des villes. La Fondation Children of Africa a également pensé aux enfants de la maternelle des 3 localités. En effet, à chacune, Children of Africa a offert un toboggan et une balançoire, ainsi que du matériel et des vivres pour les cantines scolaires. Madame Sissa Issatou, responsable de l'éducation de la Fondation Children of Africa, a traduit la vision de Mme Dominique Ouattara pour l'égalité des droits d'accès à l'éducation pour les filles et les garçons. Mme Sissé s'est également adressée aux élèves des différentes localités. À chaque rentrée scolaire, Mme Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation, accompagne le ministère de l'Éducation nationale en remettant des kits scolaires, des tenues scolaires et des cartables aux enfants de la Côte d'Ivoire. Maman Dominique me charge de vous dire qu'elle vous a donné tous ces cartables et ces tenues pour vous permettre de bien travailler à l'école. Elle vous demande de bien travailler pour pouvoir vous construire un bel avenir.
Un geste très apprécié par les autorités préfectorales, municipales, parents d'élèves, élèves et cadres des différentes localités. À Wando, l'honneur est revenu à M. Kofi Mermoz, président des cadres du village, de remercier la généreuse donatrice. Sentiment partagé à Dimbokro. En effet, Bilé Diemeleu, à Mont-Gabriel, le maire de la commune, a indiqué que les dons de la Fondation Children of Africa à l'endroit des élèves vont leur permettre d'aller à l'école, de bien étudier et de réussir. Pour Ouattara Isiaka, représentant le maire de Kong, la caravane de distribution d'effets scolaires par Children of Africa ne restera pas vain. Signalons que pour cette année scolaire 2014-2015, la Fondation Children of Africa prévoit de distribuer 6 000 cartables, 6 000 fournitures scolaires et 6 000 tenues scolaires dans plusieurs localités du pays. Une autre remise de dons dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola d'une importante quantité de désinfectants vient d'être remise aux élèves et écoliers de Ouangolo-Dougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les élèves de Ouangolo ont aussi reçu des fournitures scolaires. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Dans le département de Ouangolo-Dougou, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, les cadres ont décidé de contribuer à une bonne scolarisation de leurs enfants. C'est le cas de Traoré Drissa, opérateur économique qui vient de faire don de fournitures scolaires aux élèves des 27 écoles primaires du département et aux 2 établissements secondaires de Ouangolo-Dougou. Il a aussi remis des désinfectants à ces établissements pour lutter contre le virus Ebola. Traoré Drissa veut accompagner le chef de l'État dans sa vision d'une école gratuite et ouverte à tous. J'exhorte les uns et les autres à soutenir notre école pour que demain nous ayons des cadres bien formés. Les autorités politiques, administratives, les élèves et les responsables du système éducatif présents à la cérémonie de remise de dons ont tous salué cette générosité. Pour les examens à grand tirage, le département de Ouangolo-Dougou a enregistré l'année dernière des résultats satisfaisants. 57% au baccalauréat, 60% au BEPC et 85% au CEPE. Direction la région de la Bagoué. 47 chefs de village du département de Tengrela viennent d'être intronisés. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication. Chantal Eouman Akandan. Impliquer davantage les chefs traditionnels dans la gestion de l'État. Cette promesse de campagne du président Alassane Ouattara en 2010 a été matérialisée par la loi du 11 juillet 2014 qui donne un statut légal aux chefs traditionnels. À Tengrela, dans la région de la Bagoué, 47 chefs de village du département ont reçu chacun un arrêté de nomination des mains du ministre Bruno Nabagné-Koné, parrain de cette cérémonie d'investiture. Une cérémonie qui est symbolique à plusieurs égards. Et le premier symbole qui frappe tous ceux qui arrivent ici, ce premier symbole, c'est la solidarité entre tous les frères, toutes les sœurs du département de Tengrela. Occasion pour le parrain d'appeler les populations à l'union, à la solidarité pour le développement de leur région. Des questions d'actualité ont été également abordées, notamment la réélection du président Alassane Ouattara en 2015 et l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Enfin, Bruno Nabagné-Koné a visité la première case de Tengrela et procédé à la pose de la première pierre du hangar des chefs coutumiers du département de Tengrela. Avant de terminer ce journal, sachez que de nouvelles frappes aériennes menées par des appareils de la coalition contre le groupe État islamique ont touché plusieurs cibles en Irak et en Syrie. Ces raids aériens menés par des avions américains mais aussi par plusieurs pays arabes ont frappé 7 cibles en Syrie. En Irak, 3 raids ont été menés au sud-ouest d'Erbil, mais toutes ces frappes aériennes semblent ne pas être suffisantes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre portail internet www.rti.ci. À demain, 23h sur la chaîne qui rassemble.